Bonsoir YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, on reçoit pour la première fois pour notre toute nouvelle émission. On ne sait pas comment on va l'appeler. The Moment Talk, Moment Story. Je te laisserai mettre en commentaire comment on va l'appeler. Aujourd'hui, on reçoit Maître Majid Belabas, avocat intervenant en droit des affaires, mesdames et messieurs, au barreau de Lyon. Bonsoir Maître. Bonsoir DJ. Comment ça va? Très bien. On va expliquer déjà à nos viewers que on va se tutoyer, bien évidemment. Parce qu'on se connaît et c'est mon avocat. Vraiment, hein. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de ton travail, de ce que, par quoi tu es passé. Tout ce que tu as à me raconter, c'est bon à prendre. Ah, je peux pas tout raconter. Oui, c'est vrai. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que c'est un avocat. Et en tant qu'avocat, il a le secret professionnel. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire et c'est normal, on comprend tout à fait. Je vais te laisser te présenter et ensuite, on commencera l'interview. Majid Belabas, avocat à Lyon, intervenant majoritairement en droit des affaires. J'ai débuté avec le pénal, comme beaucoup d'avocats. Voilà, après, c'est de la vie privée. Tu connais ma vie privée. Oui, oui. Papa de 3 enfants, tous en école supérieure, enfin, dans le supérieur. C'est bien ça. Très bien, ouais. On va commencer par la première question directe. Est-ce que tu as toujours voulu devenir un avocat ou avant, quand tu étais jeune, il y avait des petites choses que tu voulais faire avant et après l'avocat est arrivé d'un coup comme ça? Non, c'est pas un rêve d'enfant. La seule chose que je sais, c'est que d'après ma mère, à l'âge de 9 ans, je lui aurais dit que je deviendrais avocat et je pense que c'était pour la défendre. Et après, c'est études universitaires, et puis du droit, et puis on est passionné par le droit au fur et à mesure qu'on avance dans ces études. Et tellement passionné que j'ai fait un doctorat en droit privé. Donc, docteur en droit. Bac Privé. plus combien? Bac plus 8, minimum, Bac plus 8 pour être docteur en droit. en droit. D'accord. Tu as été avocat avant ou tu étais obligé de faire un Non, doctorat? en fait, le doctorat te permet d'accéder à la profession d'avocat, ou du moins à la formation d'avocat, sans passer le concours d'entrée à l'école des avocats. Tu bénéficies d'une passerelle en tant que doctorant. Sinon, si tu veux devenir avocat, c'est Bac plus 5, Ok. IEJ, Institut d'études juridiques. Tu fais ton concours à l'issue de l'année de l'IEJ et tu intègres le CRFPA, Centre régional de formation à la profession d'avocat, pour obtenir ton certificat d'aptitude à la profession d'avocat, ton Donc, CAP. Donc demain, si tu veux devenir avocat, il faut faire tout ça. Il faut faire tout ça si tu ne veux pas passer par le doctorat. Ok, d'accord. Ouais. Et quand tu es avocat, tu as plusieurs... Alors, l'avocat qui sait pénal, tout faire, ça n'existe ça pas. n'existe pas. Ça n'existe pas. Déjà, tu as l'avocat, tu as une vraie distinction entre l'avocat en droit administratif, droit public. Vraiment, on intervient dans des domaines vraiment à part, qui intéressent plutôt les collectivités locales ou éventuellement les clients, mais qui ont affaire à l'administration. D'accord. En revanche, l'avocat qu'on connaît, que tout le monde connaît, c'est l'avocat en droit privé. Donc c'est le civiliste, c'est le droit de la famille, c'est le pénaliste, et puis c'est l'avocat en droit des affaires, droit commercial, droit des sociétés, et ça c'est du droit privé. Moi j'ai une petite question Majid, j'ai toujours voulu te la poser, Je le sais, j'ai pas osé. mais je le sais. Tu sais, tu Je sais. vois où je veux en venir. Je sais, Tu vois où j'arrive. d'après le concept de ton émission, oui. Tu fais partie d'une famille maghrébine, Ouais. ok? Tu t'appelles Majid Belabas, tu es algérien, d'origine algérienne, Oui. donc français d'origine algérienne. On est en France. Mhm. Est-ce que tu as eu des petits croche-pieds, des petits t'as pas ta place ici, des Non, petits, t'as pas ta place ici, je ne l'ai jamais eu. Dans le monde universitaire, je ne l'ai jamais eu. La première expérience que j'ai eue, mais par rapport à mon âge, c'est une époque qui, à mon sens, est révolue. C'était en 5e, on m'a dit qu'il fallait que j'aille en CAP mécanique générale. J'ai pas suivi le prof. Puis toujours au collège, en 3e, on m'a dit qu'il fallait faire non pas un bac général, mais aller en BEP comptabilité. D'accord. Et j'ai jamais suivi ces profs qui voyaient que La c'est conseillère de désorientation. de désorientation totale. Au final, en fait, moi je me rappelle simplement, c'est que avant de rentrer au collège, à l'école primaire, à la fin du cycle, on nous avait offert un dictionnaire à Larousse. Et puis un soir, je me rappelle très bien, j'étais en train de feuilleter ce dico et je tombe sur un graphique sur les études. Ok. Et puis j'ai vu doctorat. Ça, je me rappelle aussi que je voulais faire ça, parce que c'était le diplôme le Le plus haut, plus haut en Europe docteur. pour un fils d'immigré. C'est bien ça. 465 pages de thèse, soutenance de thèse, et tout en français.
Prenez exemple, mesdames et messieurs, regardez. On peut réussir. C'est pas parce qu'on s'appelle Majid, Mohamed, Adam ou ce que tu veux. On peut réussir avec de la volonté, de la motivation et surtout de l'envie. Et surtout des parents derrière qui te poussent. Oui. Et qui te poussent dans une langue qui n'est pas le français. Qu'eux ne maîtrisaient pas à l'époque. Bah, ils ne maîtrisaient pas. Oui, oui. J'entrais chez moi, je parlais en cabine. Zulfullah, ouais. Zulfellek. Ah, haja le top. Voilà. Tu vois, quand tu es avocat, tu sais, c'est pas comme si, tu vois, quand tu es médecin, tu es un chirurgien cardiaque, tu répares une vulve ou une valve ou ce que tu veux. C'est quoi dans le métier d'avocat qui est gratifiant? Qu'est-ce que tu te dis, hey, là, je suis bien, là. J'ai fait mon taf, j'ai réussi. C'est venir en aide à des personnes. Alors, dans n'importe quel domaine. C'est vraiment le fait de te dire que ton métier est utile pour les gens. Beaucoup, en fait, estiment que l'avocat, c'est un baveux, c'est un beau parleur. Et puis, on oublie souvent que quand on est dans une société, on a besoin d'être défendu par des gens du métier. C'est-à-dire, tu parles du médecin, bah, tu ne vas pas voir un charlatan. Oui. D'accord? Tu ne vas pas voir un arracheur de dents, tu vas voir un dentiste, tu vas voir un chirurgien dentiste. Eh ben, lorsqu'il est question de droit, il faut avoir le réflexe d'aller voir quelqu'un du métier du droit. Et cette personne, c'est l'avocat. Alors pourquoi c'est l'avocat? Parce que c'est ce qu'on appelle le confident nécessaire. Ça veut dire que c'est ce que je te disais, je te l'ai toujours dit, hein, même dans notre relation avocat-client. L'avocat, c'est ton confident. C'est celui à qui tu vas tout dire. Mais alors, je dirais même les secrets les plus intimes. Quand tu vas chez l'avocat, tu vas au chez confessionnal. l'avocat, ouais. C'est en fait l'avocat, ton avocat, celui que tu vas appeler, c'est mon avocat. Pas simplement j'ai vu un avocat, c'est mon avocat. Et puis j'ai des relations comme ça particulières avec certains de mes clients. C'est l'avocat à qui on confie tout. C'est-à-dire qu'on peut venir me voir pour du droit des affaires et à un moment donné, on va me parler de sa famille, on va me parler de projets familiaux. Et en fait, on discute de tout avec l'avocat parce qu'on sait que la règle que tu as rappelée au tout début, le secret professionnel, tu fais de ton avocat ton confident. Donc ça, le secret professionnel, il est absolu. Donc ça veut dire que, imaginons demain, ouais. Tu défends un monsieur, voilà, il a tué quelqu'un. Il te dit, Majid, j'ai tué cette personne-là, t'as pas le droit de le dire. J'ai pas le droit de le dire. Non seulement j'ai pas le droit de le dire. Donc même un juge, il n'a pas le droit de t'ordonner. Ah non, personne peut m'ordonner de dire. Le président de la République. On parle bien de confidence, oui, oui. Ok. Oui, oui. C'est une confidence. Mon client me fait une confidence. Il me fait une confidence, alors ça dépend dans ton cas, dans le cas que tu présentes. Il est déjà poursuivi ou il vient simplement me voir? Ça existe, ça aussi. Il vient de voir, il sait que dans pas longtemps, il va se faire attraper. Je peux pas. C'est une confidence. Mais est-ce que c'est comme dans les films en Amérique, tu vois? Tu sais, il lui dit quoi? Il lui dit, ouais, donne-moi un billet, tu m'as payé, là, je suis ton avocat. Là, tu as le droit de me dire, il y a le secret professionnel. Non, non. En France, dès l'instant où en fait, tu rentres dans un cabinet d'avocat et que tu commences à parler et que tu as un rendez-vous, le rendez-vous en lui-même, il est géré par le secret professionnel. Même si tu n'as pas donné d'argent? Même s'il ne m'a pas donné d'argent. D'accord. Ah non, mais et c'est vraiment un principe que les gens oublient. C'est que l'avocat, à la différence de certains autres, notamment dans mon domaine droit des affaires, par exemple l'expert comptable, oui. L'expert comptable n'est pas tenu à un quelconque secret, alors que moi je suis tenu au secret professionnel. Comme les médecins? Oui. Ou c'est pire? Alors les médecins, ils ont parfois une obligation de dénoncer dans certaines situations particulières liées notamment aux violences faites aux mineurs, etc. Okay. Ils peuvent encore, avec des règles particulières, dénoncer ça. Mais nous, en tant qu'avocat, la seule chose que je peux faire, c'est en référer à mon bâtonnier. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, moi, je ne peux pas dénoncer, je ne peux pas rompre mon obligation du secret professionnel de moi-même. Et encore, à aucun moment je peux le faire. La seule chose que je peux faire, c'est voir mon bâtonnier pour lui exposer les faits. Mon bâtonnier est tenu par le secret et je laisse mon bâtonnier faire ce qu'il veut. Donc si par exemple demain, il y a quelqu'un qui t'avoue un crime, donc toi, on est bien d'accord, tu n'as pas le droit de le dire. Mais la seule chose que je peux lui dire, c'est lui conseiller éventuellement de se rendre, d'aller s'expliquer. Mais moi, je ne peux pas décrocher le téléphone, faire un mail, mais le bâtonnier, faire un SMS. Le bâtonnier, il en fait son affaire. D'accord. Il en fait son affaire. Mais tu ne seras pas poursuivi? Non, parce que je n'ai pas rompu le secret professionnel. En fait, le secret professionnel, quand je dis il est absolu, c'est à vie. Je meurs avec les secrets de mes clients. D'accord. Et il n'y a aucune dérogation possible. Ok. D'accord. On va passer un peu du côté des droits des affaires, parce que tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur les réseaux, sur TikTok, sur YouTube, etc., où les gens, ils parlent beaucoup. Oui, la holding, c'est magnifique, c'est beau, c'est ce qu'il faut faire, c'est là où on paiera moins d'impôts. Qu'est-ce que tu en penses?
toi, tu es avocat. C'est toi qui crée ces holdings. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, je peux faire la holding alors qu'il est juste expert comptable, etc., etc. Moi, personnellement, je pars du principe où, tu vois, tu me suis, de toute façon, tu es mon avocat. Moi, j'ai mes 3 sociétés. Là, à l'heure actuelle, si je dois me tourner vers quelqu'un, je sais que tu vas dire un avocat parce que tu l'es, mais c'est la chose la plus logique à faire, on est bien d'accord. Aller voir un avocat pour qu'il te monte. En fait, le problème, en dehors des holdings, en droit des affaires, c'est que les gens ont tendance à penser qu'effectivement, avec Google, je peux trouver des modèles et ces modèles suffisent pour faire des statuts. Ouais. D'accord. Oui, oui. Avec ChatGPT, Oui. pareil. Le diable. Ça peut être utile, mais faut-il encore avoir des connaissances avant? D'accord? C'est très simple. Ça peut t'aider, c'est un assistant. C'est un assistant, sauf que l'avocat, si je prends juste la création de société, tu vas sur Google, tu tapes sur ChatGPT, sur n'importe quel IA, il n'y a pas de difficulté, il va te sortir des statuts. Moi, le souci, c'est que quand tu vas venir me voir, première question, c'est qui tu es. Qui tu es? Est-ce que tu es juste DJ Mo? Ok. Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es divorcé? Parce que toutes ces informations sont utiles. En fait, les statuts, c'est pas simplement... Mais elles sont utiles en quoi? Elles sont utiles parce que quand tu vas créer une société, cette société, c'est pas simplement je fais des affaires, c'est que cette société, elle a des répercussions sur ta propre vie personnelle. Privée. Privée, bien sûr. Demain, tu t'associes avec quelqu'un. On allait en parler de l'association. Ouais, tu t'associes avec quelqu'un, tu vas créer une société, tu t'entends super bien, c'est ton pote, c'est ton ami, sauf qu'il te cache une chose. Il te cache qu'il est marié. Il divorce. Il se passe une chose, c'est que s'il crée la société au moment, alors qu'il est marié, et s'il n'y a pas de contrat de mariage, eh bien, son épouse, elle devient plus ou moins ton associé. Et ça peut poser des problèmes par la suite. Ok. Donc en fait... Donc toi, tu vois toujours le futur. On ne sait fait, pas ce qui s'est pas. C'est pas on voit le futur, c'est qu'en fait, pour créer un contrat, on est obligé de connaître les personnes, les parties au contrat. Quand tu crées une société, les statuts, au lieu de parler de statut, parle de contrat. Tu mets en place un contrat entre ton associé ou tes associés et toi. Et donc, tu ne peux pas simplement dire « c'est un contrat, on y va », alors que le contrat que tu es en train de conclure peut avoir des répercussions sur ta propre vie et surtout, c'est que ta propre vie peut avoir des répercussions sur ce contrat. Donc, sur l'entreprise. Sur l'entreprise, oui, sur le contrat, donc sur l'entreprise. Donc, si toi, aujourd'hui, tu ne veux pas, par exemple, que l'épouse de ton pote vienne par la suite demander à quelconque droit sur la société, il faut que tu le prévois. Parce qu'effectivement, aller chercher sur Google, il n'y a pas de problème. Mais en revanche, tout ça, là, c'est à toi. C'est à l'avocat de vérifier l'identité des personnes, le statut des personnes, et puis voir aussi, il y a plein d'autres éléments. Les condamnations, les interdictions de gérer, toutes ces choses doivent être vérifiées par l'avocat. Parce que je le vois, moi, dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui se disent, ouais, payer des statuts entre 500 et 1000 euros, c'est cher. Ça sert à quoi? Dès l'instant où l'avocat que tu vas voir... Ou l'expert comptable, parce qu'il peut faire. L'expert comptable ne peut faire des actes juridiques qu'accessoirement à son activité. L'expert comptable, c'est un homme de chiffres. Celui qui va te dire, et surtout tu sais très bien que dans une communauté, beaucoup disent « ouais, mais mon expert, il fait tout, il fait les assemblées générales, il fait tout ». Non, l'expert comptable, c'est un homme de chiffres. L'homme de droit, c'est l'avocat. Ça veut dire qu'en fait, l'expert comptable... Un juriste, il n'a pas les mêmes pouvoirs qu'un avocat? Non, le juriste, tu peux prendre un juriste, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, dans le cadre, si le juriste fait du conseil, c'est interdit. Ah ouais? Tout à fait. Donc une société de consulting, si elle est juriste, elle ne peut pas... il faut qu'il y ait un avocat. Ok, avocat obligatoire. En fait, dans le cadre du conseil, c'est... en 91, il y a eu ce rapprochement entre ce qu'on appelait avant une ancienne profession qui s'appelait les conseillers juridiques. Oui. Et il y a eu ce rapprochement. Donc aujourd'hui, les seuls à donner du conseil, c'est ceux qui détiennent le titre d'avocat. D'accord. Tous les autres, voilà. Ils font ça, mais hors la loi? Plus ou moins. Plus ou moins hors la loi. Je ne vais pas m'attirer les foudres des experts comptables, mais plus ou moins. Leur métier, c'est le chiffre. Par exemple, moi, quand on revient à holding,
pour la holding, j'ai besoin de l'expert comptable. Ça veut dire que ce n'est pas à moi en tant qu'avocat d'aller faire notamment ce qu'on appelle la comptabilité intermédiaire ou la comptabilité. J'ai besoin d'une comptabilité pour déterminer la valeur, par exemple, de la société que je vais mettre en holding. J'ai une société qui fonctionne, si elle est en SARL ou en SASU, peu importe, et j'ai une société qui fonctionne et je décide de créer, comme dans ton cas, tu as 3 sociétés, et demain, je décide de créer une holding. Cette holding, c'est cette holding qui va devenir l'associé unique de tes 3 sociétés. Ça veut dire la que mère. DJMO disparaît. DJMO va vendre ses parts sociales ou ses actions, ça dépend si c'est une SARL ou une SAS, une SASU. Il va vendre ses actions ou ses parts sociales à la holding, mais pour déterminer la valeur non seulement des parts sociales et puis surtout pour dire, parce que si je fais une holding, c'est pour faire des projets derrière. Okay. Je suis obligé de faire appel à un expert comptable. Alors, en plus de l'expert comptable, il y a un autre intervenant qui va me dire que je suis obligé de lui rapporter une comptabilité intermédiaire ou la dernière comptabilité qui a moins de 6 mois, c'est le commissaire aux apports, le CAC. Oui. Donc l'expert comptable, j'en ai besoin en tant qu'avocat. Mais en revanche, bien sûr qu'un expert comptable va te dire que je peux faire la holding, etc. Il n'y a pas de souci parce que c'est de la paperasse. Mais celui à qui tu dois faire confiance, c'est l'avocat. Et pas que Maître Belabas, mais il y en a d'autres qui font ça, mais c'est l'avocat. C'est l'avocat qui doit faire toute cette paperasse. Parce que tu as des documents à rédiger, tu as besoin de la comptabilité pour que tu puisses la transmettre, que je puisse la transmettre au commissaire aux apports. Ensuite, tu as le traité d'apport. Le traité, ça veut dire qu'en fait, je vais créer un document entre toi et puis la société qui va acheter. Comme un acte de vente. Comme un acte de vente de tes parts sociales ou de tes actions. Et puis, je dois faire l'assemblée générale. Dans ton cas, puisque tu es, je crois... Moi, je suis tout seul. Est-ce que je fais une assemblée générale ou pas? Non, une décision d'associé unique. D'accord. Une décision d'associé unique. En fait, c'est toutes ces paperasses, tous ces actes juridiques, c'est pas que de la paperasse, c'est vraiment des actes juridiques qui doivent être faits par un avocat. Pour ensuite aboutir, et j'oublie encore parce que tu dois, une fois que le commissaire aux apports fait son rapport, tu dois déposer dans un délai précis le projet au tribunal de commerce qui doit être validé par le président du tribunal de commerce. À défaut, rien ne se fait. Donc tout ça, c'est l'avocat qui le fait. Mais est-ce que faire une holding, c'est bien? Ça dépend ce que tu veux faire de... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, je vais faire une holding parce qu'on paye 5% d'impôts. » En fait, tu fais la holding... Au lieu des 30% de la flat tax. Oui, mais si tu veux faire une holding, il faut que tu comprennes que tu vas changer ta façon de travailler. C'est-à-dire que si tu as une SARL, tu es le petit commerçant du coin, attention, la holding, elle n'est pas faite pour faire du petit commerce. Ou du moins, elle n'est pas faite pour que tu stagnes. Tu fais une holding parce que tu as des projets. D'expansion. D'expansion. Alors, projet d'expansion, ça peut être avoir une holding pour pouvoir avoir de l'immobilier. Parce qu'en fait, tu vas avoir une SARL. La SARL, tu vas l'apporter en holding. Et puis ta holding, tu vas la créer à 100 €. Une fois que tu as fait l'apport de ta SARL, estimant qu'elle vaut 200 000 €, ta holding, elle a un capital de 200 100 €. OK. Ce qui fait que tu vas utiliser ta holding pour créer une SCI. Et cette SCI, en fait, comme elle fait partie de la holding, les banques sont plus généreuses. Elles vont plus t'écouter parce qu'effectivement, il y a du capital, il y a du... Et le statut de la holding, c'est quoi le statut juridique de la holding? SARL souvent. SARL? Ouais, en fait, la holding, souvent, c'est une SARL. Donc, moi, dans mon cas, EURL, vu que je suis URL, tout seul. non, ça peut être SARL, associé unique, URL. OK. Mais en revanche, tes sociétés, elles doivent être, la plupart doivent être, pratiquement toutes doivent être transformées en SAS ou en SASU. OK, d'accord. Société, donc, unipersonnelle. Si tu veux faire de la holding, si on parle français, puisque là, on est en train de parler français, si on fait une holding, c'est vraiment pour avoir une expansion, pour voir plus haut dans le business. En fait, déjà, un truc tout bête, c'est que tu fais une holding parce que tu veux faire du LBO, Level Buyout. Ça veut dire qu'en fait, tu vas créer une structure holding qui va te permettre d'avoir un levier financier. C'est grâce à la holding que tu vas avoir des prêts bancaires assez En gros, la holding, c'est ton garant pour le crédit, entre grosses guillemets. En fait,
ça ne doit pas servir qu'à ça. Ok. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, tu fais ça, mais à un moment donné, il faut tout de suite que tu enchaînes derrière avec une autre structure dans la holding, serait l'associé unique. Mais souvent, c'est utilisé pour pouvoir prendre un prêt. Ça veut dire qu'en fait, tu vas prendre le prêt au nom de la holding pour pouvoir acheter une société. Une société qui fait du chiffre d'affaires, etc. Ça veut dire qu'en fait, la holding, tu ne fais pas une holding et en même temps, tu crées une SARL. D'accord? Tu crées une SASU. La holding, elle est souvent utilisée parce qu'on a un projet d'achat d'une société qui est déjà en activité. D'accord. D'accord? Donc, c'est un moyen d'avoir de l'argent, de faire des levées de fonds. Là, on parlait, on était en train de parler et tu parlais de demande de crédit, le crédit islamique. Parlons des banques islamiques. Moi, je ne suis pas spécialiste. Hein. Oui, je sais. J'ai une idée là-dessus, mais je suis pas... En off, tout à l'heure, on discutait de ça. Concrètement, la banque islamique, elle est niveau taux, elle est largement supérieure à... En fait, dans la banque islamique, tu ne parles pas de taux. Mais effectivement, quand on commence à réfléchir, il y a un taux. Oui. Il y a un taux. La banque achète ton bien, tu as un projet d'achat, tu le soumets à la banque islamique et tu dis simplement à la banque islamique, achetez ce bien à votre nom, mais au final, une fois que je vous aurai tout remboursé, je deviendrai propriétaire. Okay. Et effectivement, si on devient propriétaire au bout de 20 ans, quelque chose qui vaut 100, il vaudra 120, 130. Et d'après les règles de la loi islamique, on parle d'achat-vente, avec, dès le départ, une acceptation par la personne qui demande l'achat, entre guillemets. Non, la participation de la banque, qui va se faire aider par une banque islamique. Ben, on se met d'accord sur le prix d'acquisition au final. D'accord. Et puis souvent, c'est pour ça que tu parles de taux, c'est parce qu'en fait, pour toi, si je prends un taux classique, 100, à la fin, j'ai 130, 140. Alors maintenant, avec les taux, c'est un peu plus. Oui. Mais la banque islamique, elle ne fait pas de cadeaux. Hein. Oui, elle ne fait pas de cadeaux, elle tire à balles réelles. Elle fait du business. Oui. Sauf qu'effectivement, la banque islamique, elle l'achète, elle te le revend déjà. Il est déjà prévu. La revente est déjà prévue au prix déjà négocié. Et souvent, quand tu regardes, c'est proche. On discutait tout à l'heure par rapport au taux or. Est-ce que tu peux leur expliquer? Parce que franchement, c'est un truc, super... Moi, j'ai kiffé, c'était très intéressant. Je ne savais pas et tu me l'as appris tout à l'heure. Par rapport au taux or. Par rapport au taux or, en fait, dès l'instant où tu ne veux pas parler de riba, d'intérêt, oui. Bah en fait, tu peux également dans ton contrat, puisqu'en fait, c'est ce que je te disais, le contrat, c'est l'expression d'une volonté, c'est ce qu'on appelle les contrats synagmatiques. C'est un échange de volonté et on est d'accord sur ce contrat, sur les termes du contrat. Et en fait, par exemple, je ne veux pas parler de riba, je ne veux pas parler d'intérêt, bah, c'est très simple. Je te prête aujourd'hui à toi, DJMO, 10 000 euros. Je sais que tu vas me les rendre dans 5 ans. Oui. La logique voudrait que je te dise, écoute, DJMO, tu vois, il y a de l'inflation, il faudrait que tu me rajoutes quelque chose. Je n'ai pas le droit, puisque ce serait un taux d'intérêt. Riba. Ou sinon, je ne peux même pas parce qu'on est amis. En revanche, je peux te dire, je te prête 10 000 euros, mais ces 10 000 euros valent tant de grammes d'or. 1,5 kg. Non, à 10 000 euros, oui. j'achète tout de suite. Hein. On est à 50 60 000 euros. Je m'achète un direct. On est à 50 60 000 euros aujourd'hui. Donc en fait, c'est... 500 grammes, allez, disons 500 grammes. Allez. Dans 5 ans, rends-moi 500 grammes. Non, peu importe le prix. Mais dans 5 ans, le 500 grammes, il peut coûter 25 000. Il peut coûter 25 000. Mais comme il peut coûter 5 000. Exactement, je prends le risque. D'accord. Valeur or. Et cette notion de valeur or, elle a toujours été utilisée. Oui, comme tu me disais avec les vaches à l'époque. Oui. Les paysans à l'époque, une vache, tout était... Tout était autour de la vache. Et tu ne peux pas, 20 ans après, dire... la vache à l'époque, elle coûtait 50 000 euros. Maintenant, la vache à cette heure-ci, elle doit coûter 1 000 euros. C'est pas la même utilité. On est dans un autre monde. Donc en fait, pour éviter ça, et c'est Anis Lachnef qui explique bien cela par rapport aux risques de l'intérêt et puis les dangers du taux d'intérêt. Mais en fait, il y a plein de solutions. On n'est pas obligé de passer par le taux d'intérêt. D'accord. On va prendre un virage à 360 degrés. Et j'ai peur. Oui, il faut toujours avoir peur. Tu sais, comme dans les films, là on a un vrai avocat devant nous et on discute, on est une discussion libre et c'est ça que j'aime bien avec toi parce qu'on peut parler de tout et de rien. Dans le respect bien évidemment et dans le secret professionnel. Il y a beaucoup de gens qui imaginent que les avocats, ils sont branchés avec le grand banditisme.
En mode, ouais, t'inquiète, il y a mon baveux, il va venir, je lui pose 5 balles, il va me sortir. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu entends par je pose 5 balles et... Bah, en gros, je lui donne 5 balles, 5000 euros, et t'inquiète, il va me faire sortir par tous les moyens. Il Non. va me trouver le vice de Pas pour procédure, tous les il va me moyens. faire Non, ci. Là, il y a beaucoup de choses, là, tu dis beaucoup de choses. Pas par tous les moyens. Il va se tenter de te faire sortir par un seul moyen, c'est le moyen qui est lié au droit pénal, droit de la procédure pénale, rien d'autre. Donc l'idée de dire bon, je balance tant, il va me faire sortir par tout moyen, non, par tout moyen légaux. Oui. D'accord? Parce que ce que je te disais, on est quand même une profession où la loi est importante, les règles sont importantes, on ne fait pas ce qu'on veut, mais en revanche, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'en fait, on fait dans le cadre de la loi. On ne le fait pas en dehors du cadre de la loi. D'accord. D'accord? C'est très important ce que je te dis. Ça veut dire qu'effectivement, le gars qui va te dire « ouais, il a payé une caution », mais parce que la caution est prévue légalement. Parce que Donc sinon, le système de caution existe en France aussi? existe, hein. Ok. Ça existe. Et c'est pour ça que je te dis, celui qui va te dire « ouais, mais mon avocat est allé voir le juge », tu allé voir le juge dans un cadre strictement et purement juridique, professionnel. Il n'y a rien d'autre. Donc le grand banditisme n'est pas branché avec les grands avocats de... Mais qu'est-ce que pays. tu entends par brancher? Alors là, c'est moi qui te pose la question. Moi, j'entends brancher que l'avocat, des petites enveloppes par-ci par-là. Jamais de la vie. Ça Jamais de la n'existe pas. vie. Ça n'existe pas. Je te dis sincèrement, ça n'existe pas. Il n'y en a pas un. Je te conseillerais un avocat qui pénaliste, qui fait dans ce domaine, il te dira ce que je te dis. Ça n'existe pas. Bon, on essayera de l'inviter. Ça n'existe vraiment pas. Qu'en revanche, ces avocats, alors c'est très simple, moi je faisais du droit pénal à un moment donné, Oui. et puis bon, maintenant je me concentre sur le droit des affaires, que ces avocats soient impliqués juridiquement quand ils sont dans le banditisme. Souvent, le banditisme, on revient au droit des affaires tout à l'heure. Quand je te disais Oui. les statuts, attention les statuts, Oui. parce qu'en fait, tu as des ramifications, ça peut toucher ta vie privée, etc. Ben, c'est la même chose quand tu es un avocat spécialisé, mais vraiment dans des grosses affaires, notamment à Lyon, c'est dans le cadre de la GIRS, les juridictions interrégionales spécialisées, la 16e chambre. Ben, en fait, parfois, tu vas retrouver les mêmes clients qui interviennent, qui sont poursuivis dans d'autres affaires. Et c'est là où effectivement, et j'ai vu qu'effectivement certains de mes confrères, j'ai vu des confrères plaider et qui plaident d'une affaire qui a eu lieu il y a 5 ans, mais en fait qui a été rattachée. Parce que c'est un milieu particulier. D'accord. C'est comme moi, quand je te dis dans le droit des affaires, dans le droit des affaires, quand tu grattes un peu, tu vas avoir, avec tu sais, les montages juridiques, tu vas te retrouver... avec Dans une affaire de blanchiment d'argent? Non, pas de blanchiment d'argent, tout de suite. Non, mais droit des affaires, juste droit des affaires. Le dernier que j'ai vu, c'était LVMH qui a acheté les sacs pollen. Donc en fait, tu vois, dans ton milieu d'intervention, tu vas trouver effectivement, plus tu exerces, plus tu es dans ce milieu. Donc tu fais partie également de ce milieu droit des affaires. Et surtout alors en droit des affaires et dans le banditisme où effectivement, tu vas te retrouver avec un client. Tu le défends pour telle affaire, alors qu'en fait, il y a peut-être un lien avec une affaire qui a été jugée bien avant. D'accord. Mais ça n'existe pas, l'avocat qui va poser un chèque, etc. Ça existe pas. C'est de la fiction pure et dure. Fiction pure et dure. Et tant mieux, hein. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Il faut arrêter de... Les avocats, tu connais sûrement la série Sweet? Oui, c'est... Harvey Specter, Oui. Michael Ross. Est-ce que c'est vrai? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Aux États-Unis. On n'a pas le même système juridique en France qu'aux États-Unis. Pas du tout. Ils Alors, sont en droit plus pénal, fermes que nous ou pas du tout? Non, c'est vraiment une autre mentalité. Nous, on a ce qu'on appelle une procédure inquisitoire, puisque tu parles du droit pénal, c'est l'inquisition, c'est la recherche, c'est aux OPJ, c'est aux juges d'instruction, c'est au procureur de la République de mener l'enquête. D'accord? Et aux États-Unis, c'est accusatoire. C'est-à-dire qu'en fait, aux États-Unis, c'est pour ça que tu vois toutes ces séries, puis les gens ils pensent qu'en fait, dès qu'on devient avocat en France, on devient suite, les costumes et tout sur mesure, italien. Exactement. C'est pas la même chose parce qu'en fait, aux États-Unis, ton avocat va avoir un détective privé qui va mener aussi l'enquête en même temps. En fait, tu viens, c'est ce qu'on appelle donc le cross. C'est un échange de questions. C'est pour ça que, maître, est-ce que vous avez des questions encore à poser à votre témoin? En France, ça n'existe pas.
D'accord. Les témoins, c'est le juge d'instruction, notamment le juge d'instruction, ou les enquêteurs qui posent les questions. Et puis quand on arrive en cour d'assises, là effectivement, tu vas avoir l'avocat qui va poser les questions aux témoins, à l'expert, à l'OPJ. Mais ça n'existe pas. Et aux États-Unis, c'est autre chose. D'accord. Tu parlais de cour d'assises. Il y a beaucoup de gens qui disent que quand tu vas aux cours d'assises, c'est pour minimum 8 ans de prison. Est-ce que ça, c'est vrai? Non, c'est pas vrai. On parle pas de relax. Non, c'est pas vrai. En fait, la question qui se pose, c'est... C'est quoi la différence entre le tribunal de grande instance et les assises? Déjà, première, le tribunal de grande instance n'existe plus. Ok. C'est le tribunal judiciaire. Ok. D'accord. Ensuite, la différence que tu fais, toi, c'est pas cour d'assises, tribunal judiciaire, c'est cour d'assises, tribunal correctionnel. Ok. D'accord. En correctionnel, c'est ce que tu trouves à Lyon, à la 14e chambre. C'est Défaut de juges... permis et tout ça? Non, ça peut être tout. C'est des juges professionnels qui te jugent. 3 juges. Ok. C'est ce qu'on appelle une composition collégiale, où tu peux avoir, je ne me rappelle plus, je crois que c'est la 7e ou la 8e chambre, ou la 13e, où tu as un juge unique. Mais c'est un juge professionnel qui te juge. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont aux assises ne sont pas professionnels? Non, aux assises, c'est le peuple français représenté par des citoyens tirés au sort qui va décider de ton sort. Des jurys. Le jury, les membres du jury. Ok. C'est l'État français, enfin c'est le peuple français, pardon. C'est le peuple français, chapeauté par le président de la cour d'assises et ses 2 assesseurs. Mais il ne peut pas orienter la décision, c'est le jury qui... Et la question qui se pose, c'est notamment dans le cadre de ce qu'on appelle, lorsque tu as des affaires de viol, souvent c'est correctionnalisé. Et la question c'est, vaut-il mieux correctionnaliser ou aller en cour d'assises? Alors correctionnaliser, ça veut dire que tu vas être jugé par un juge des professionnel. Cour d'assises, C'est le peuple. c'est le peuple. Il n'a pas la même vision. Il n'a pas la même vision. Donc, quand les gens ils te disent tu es plus sanctionné en cour d'assises, il suffit que tu tombes sur un avocat qui retourne le jury, tu vas avoir l'acquittement. D'accord. Et ça sera beaucoup plus difficile, ça sera beaucoup plus difficile d'obtenir la relaxe. Parce que la relaxe, elle s'obtient devant des juges professionnels. D'accord. Donc, c'est 8 ans. Non, vraiment, ça dépend de l'audience. Parce que ça aussi, les gens les oublient. Il n'y a pas que le dossier, il y a aussi l'audience. Il y a le comportement de ton client. L'avocat, il ne fait pas que du droit, finalement. Puisqu'en fait, le client, il est préparé par l'avocat. Tu vois, un peu, on revient à tes séries américaines, etc. Oui. Mais en fait, c'est pratiquement la même chose. Parce qu'à un moment donné, l'avocat qui est en confident nécessaire, il va te dire ce qu'il y a dans le dossier, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et la personne, le client, c'est à lui de juger ce qu'il va faire. Et souvent, tu sais, on dit qu'en fait, en audience, il faut éviter les questions qui n'ont pas été préparées. C'est-à-dire qu'en tant qu'avocat, si je n'ai pas préparé ma question, mon client, si je ne l'ai pas préparé à une question précise, je ne la pose pas. Parce qu'il suffit qu'il me réponde quelque chose qui ne va pas dans le bon sens et c'est bon. En parlant de ça, pour toi, un bon avocat, quelles compétences il doit avoir? C'est quoi un bon avocat? Je ne sais pas. Un bon avocat, c'est simplement celui qui a l'écoute de son client. Est-ce que c'est parce qu'il a une répartie? Est-ce qu'il est éloquent? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'éloquence en étant avocat? L'éloquence, elle peut être utile. L'éloquence, elle peut être utile. L'art, vraiment, l'art de parler au public, notamment en cour d'assises. Et moi, je te dis sincèrement, quand j'ai débuté il y a pratiquement 15 ans, je me suis retrouvé dans une affaire, les saucissonneurs de Lyon. Tapé sur Googleisé, et je me suis retrouvé parmi tous les grands pénalistes de Lyon. Et tout le monde savait que j'étais un novice, un bleu. Le petit nouveau. Ah, le petit nouveau, tout le monde. Hein. Et j'ai appris par la suite qu'il y avait même des gens du public qui, par le biais de confrères, qui les ont eu en consultation, puis les confrères sont sortis, ils m'ont dit « Attends, on m'a parlé de toi, on m'a dit qu'en fait, ils voyaient que tu étais novice, un bleu. » D'accord. Attention, la cour d'assises, c'est vraiment, pour moi, c'est le summum. C'est la Champions League. Ah mais sérieux, c'est le summum. Tu es dans un mindset impressionnant. Il faut le vivre pour comprendre ça. Ça veut dire qu'en fait, moi, je fais la première cour d'assises 15 jours avec tous les grands pénalistes de Lyon. Mais vraiment, hein. Sauvert, David Metaxas, Frédéric Laliard, ils étaient tous là. Tout le monde était là. Scrève. Ah oui, Scrève. Donc tout le monde était là. Et je t'assure, c'est là où je me suis dit, il faut risquer. Il faut montrer qui on est. Moi, c'est ma première cour d'assises. Je ne sais rien. Sincèrement, tu vois, j'étais là. J'avais même demandé à l'éminent, l'excellent Yves Sauvert. Je lui ai posé une question et puis il m'a dit, parce que j'étais vraiment en stress. Mais vraiment en stress, je devais plaider, j'étais en stress. Il m'arrête, il me dit, puis tu sais, tu vas voir
le vieux de la vieille. Quoi, Oui, celui qui a Yves, de la c'est- bouteille. Ouais, exactement. C'est dans les vieilles je me marmites, rappelle, il m'a marmites dit qu'on une fait les chose. bonnes confitures. Ouais, il m'a dit une chose, et à partir de là, j'ai dit, Yallah, c'est pas grave, lâche-toi. Il me dit, mais Magid, à l'époque, c'était dans 44 ans, il avait 44 ans de bar. Il me dit, Magid, ça fait 44 ans que je suis avocat, et à chaque affaire, j'ai des papillons, je suis pas bien. Ouais. C'est là où tu vois le bon avocat. Ça veut dire celui qui va directement, alors tu vois, Celui qui va serein, c'est que c'est pas un bon avocat. c'est pas que c'est pas un bon avocat. Moi, ce que j'ai compris, c'est que tous les grands avocats, ben, ils flippent. Ils flippent avant de plaider. On n'y va pas. Regarde aussi, tu as un reportage sur Dupond-Moretti. Très bon avocat. Ouais, ben, Il alors, est quand tu vois, l'éloquence, tout ce que tu veux. Oui, oui. Mais regarde bien, il y a un reportage où il va, comment on dit en anglais, get yourself together. C'est se recentrer sur Sur lui-même lui-même. avant de plaider. T'imagines, c'est hyper difficile, notamment en cour d'assises. Et moi, je te dis, hein, dans cette cour d'assises, un bleu total. Quand j'ai débuté ma plaidoirie, je te promets que je bégayais, mais j'ai fini. Il fallait que je m'arrête. Et là, j'ai vu des gens, effectivement, être surpris de la plaidoirie. C'est pour ça que je dis ça dépend. Parce que mon client, l'histoire personnelle de mon client était intéressante par rapport à ma propre histoire. D'accord. Et c'est vrai que j'ai fait ce parallèle, et j'ai fait le parallèle pour éviter à mon client de la prison ou un maximum. Donc la plupart, je crois qu'ils ont été condamnés à de la réclusion criminelle, lui il a été condamné à de l'emprisonnement. Il a bénéficié de certains aménagements. Mais t'as vu, quand tu es avocat et que tu dois défendre des gens, entre guillemets, méchants et qu'ils ont fait du mal, est-ce que ça te touche, toi? Tu te dis, vas-y, j'ai mis ma cape d'avocat, c'est avocat, Magid n'existe plus. C'est exactement ça. Ou tu Non. te dis, aïe, putain... Non. Tu peux pas. En fait, tu peux pas. C'est que... Tu peux pas émettre de jugement sur ton client. Non, tu peux pas. Tu les mettras après. Après et à titre privé, perso. D'accord ? Tu peux pas. Tu peux pas t'amuser à dire j'ai ce type qui a commis le pire des actes. Je dois le défendre. Tu peux pas émettre de jugement sur ton propre client. Ça veut dire que même si en discutant avec ton client, tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne peux pas t'amuser avec ça. Tu es son avocat. Ça veut dire qu'en fait, le système juridique, et si effectivement aujourd'hui on dit qu'on est dans une démocratie, c'est grâce à ça, parce que l'avocat, c'est vraiment lié à cette notion d'état de droit. C'est-à-dire que tu ne peux pas... tu es là pour défendre les intérêts de ton client. Tu ne mens pas pour ton client, tu défends ses intérêts. Tu n'acceptes pas ce qu'a fait ton client. Tu participes au rendu d'une justice. Et en France, on te dit simplement, dans les pays, dans les démocraties, et puis dans la majeure partie des États à travers le monde, l'avocat, il défend son client. Après, il y a certains pays où tu vas arriver à de la défense politique, etc. Mais c'est autre chose. Mais en France, non. On est là. Tu as un problème de conscience en tant qu'avocat, tu as le droit de te dessaisir du dossier. Et vaut mieux te dessaisir. Vaut mieux dire stop, moi je n'irai pas plus loin, la confiance est rompue ou quoi que ce soit. Mais vaut mieux, ou carrément dire mon âme et conscience m'empêche. Ok. Mais tu fermes ta gueule à jamais. Ça veut dire qu'en fait, tu ne peux pas par la suite, et je reviens toujours à... Et en plein procès, tu peux faire ça ou pas? C'est mal vu. Ça se fait pas? Ça se fait, il y en a qui l'ont fait, sauf erreur de ma part, mais tu peux pas. Ou quand on constate qu'effectivement, ta défense n'assure plus correctement la défense. La manière dont tu veux défendre ton client risque de ne pas correspondre à soit tes convictions, soit porter préjudice à ton propre client. Bah, tu te déportes. Par exemple, est-ce que quand tu es avocat en droit des affaires... Là, on revient en droit des affaires. Oui, bah oui, on fait des... C'est interview, c'est rapide, c'est comme ça, on essaie de faire un peu de tout. Est-ce que quand une entreprise est attaquée, tu vois, par exemple, aux États-Unis, on voit un mec, il est parti à Starbucks, il a bu un café trop chaud, il s'est brûlé la langue. Le rêve. Ouais, le rêve de beaucoup Français. Il prend 15 millions d'euros. Oui. Voilà. Est-ce que toi, tu peux être l'avocat de l'entreprise? Bien sûr. Mais est-ce que c'est du droit des affaires ou pas du tout? Non, tu as ce qu'on appelle... oui, c'est du droit des affaires. Ok. Attention. L'entreprise, toi et moi, on est des personnes physiques. Oui. L'entreprise est une personne morale. Donc, en tant que personne morale, elle peut être défendue en tant que telle. Ok. D'accord. Donc, elle peut avoir son propre avocat. Ok. Le PDG, le directeur, etc., peut avoir son propre avocat. L'entreprise peut avoir son propre avocat. Mais pourquoi en France, on ne peut pas toucher 15 millions enfin, Moi, je veux toucher 15 millions. Parce que ça n'existe pas. Moi, je veux tomber dans le bus. Non, parce qu'en France, tu as... et là, on arrive dans un autre domaine qui est le domaine du préjudice corporel.
Ok. Et dans le cadre du préjudice corporel, tu as des règles. Tu as notamment ce qu'on appelle la loi d'Intillac. Et la loi d'Intillac, c'est donc une loi qui a été promulguée sous le nom d'un député d'Intillac. Et en fait, tu as des postes de préjudice, et les postes de préjudice, ça ne vole pas haut. En France, il faut être paraplégique pour toucher le gros lot. Légumes. Non, Je le merci. souhaite à personne. Ça Ok, ira. voilà. Là, oui, tu as le million. Non, c'est Mais bon. l'histoire Un de million Ouais, Les légumes? bah ouais, Non, merci. Ouais. Non, ça c'est ira. les bébés secoués. Je les laisse. On est d'accord. Donc, c'est ce qu'on dit souvent à nos clients. Prenez, gardez les millions. Vaut mieux avoir une bonne santé. Non, non. T'as beaucoup de stress dans ton Énormément. dans ton travail. Du stress, de la pression. Ça fait partie du job. Est-ce que toi, Magid, t'as des techniques pour, tu vois, respirer, enlever ce stress, Mais cette tu sais pression? très bien. Oui. Deep House. On revient à la musique. On revient à la C'est musique. chez moi la musique. Tu te fais un petit kiff de Deep Beaucoup de House? séries. Ouais. Beaucoup de séries. De la boxe. Ah, d'ailleurs, il y a un superbe club. Club de boxe du barreau de Lyon. BBL. BBL, on les mettra en description, mesdames et messieurs. Ouais, les BBL. Si vous voulez faire de la boxe et avoir des conseils en droit. Non, mais il n'y a que des avocats. Il y a que des BBL. avocats. Il y a que des avocats. Voilà, de la boxe. Ouais, puis ouais, de la musique, des séries. Et beaucoup de détente. Alors, la famille, Ouais. les amis. Ouais. Et puis surtout, hein, famille et amis, ça veut dire qu'en fait, on ne part pas de boulot. Hein. C'est de la détente la plus totale. Ou déconner avec des confrères sur des affaires. C'est bien. Voilà, dans le cadre du secret professionnel. Toujours le Toujours. secret professionnel, mesdames et messieurs, c'est très important. C'est comme le prêtre dans le confessionnal. Il Ah, a mais c'est rien le droit de exactement dire. ça. Hein. C'est Bah, exactement ça. tu regardes notre robe, Oui, on dirait une soutane. c'est ça. C'est Et vrai. combien il y a de boutons dans une robe 33. Comme 33 ans du Christ. Jésus. Et voilà. On apprend tout dans la chaîne. Abonnez-vous, mettez les petits pouces bleus, les commentaires. Et ça n'oublie fait pas aussi, plaisir. c'est l'âge qu'on aura au paradis selon les musulmans. 33 ans. Exactement, exactement. Tu auras mon âge, tu seras comme moi. Avant-dernière question, est-ce que la nouvelle génération d'avocats, elle vaut le coup? Oui. Pourquoi? Parce Qu'est-ce qu'on a... qu'ils ont plus que vous? Non. Que votre c'est pas génération. Non. Moi, je te parle à titre perso. À titre perso. Hein. Ok. À titre perso. On revient sur ta question de début. Hmm. Sur mes origines, etc. Yes. D'accord? Donc moi, tu vois, comme tu as dit, je suis de la première génération, Oui. tout le truc, voilà. De ma génération, on est peu à être devenu, à avoir cette profession libérale. Oui. Aujourd'hui, et c'est on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui, les portes sont ouvertes. Faites des études, et les études vous permettent de faire le métier que vous voulez faire. Et la profession d'avocat, c'est très simple. On suit le procès, le cursus, on fait des études de droit, on prépare l'IEJ. Sachez une chose, à l'IEJ, là je suis en train de corriger, j'ai corrigé les copies, et là je vais faire aussi bientôt l'oral, le grand oral, pour pouvoir accéder à l'école des avocats. Hein. Ok. Donc là tu fais l'IEJ, c'est à l'université, tu passes une année à préparer le concours d'entrée à l'école des avocats. D'accord. Et à l'issue des 18 mois à l'école des avocats, tu passes un concours encore pour pouvoir sortir en tant qu'avocat. Donc en fait, il y a beaucoup de candidats, rien n'est lié à l'origine, tout le monde est... Voilà, les copies, elles sont au numéro, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Anonyme, le plus anonymement, il n'y a pas plus anonyme que ça. Donc tout le monde a sa chance. Et puis surtout, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a des jeunes qui ont, comment te dire, qui sont en France, des jeunes Français. Souvent, les parents sont déjà nés en France. Donc on a, tu vois, moi au départ, c'est que j'avais pas, comment te dire, des références. Aujourd'hui, tu as des gamins qui ont des références. Et aujourd'hui, on revient à ce que je te disais, il n'y a pas que le pénal. Il y a d'autres domaines qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller conquérir. Et je te parlais de la procédure collective. Oui. La procédure collective, c'est très intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'avocats de la communauté maghrébine qui sont dedans parce que la procédure collective, c'est liquidation judiciaire, tout ce qui est sauvegarde, tout ce qui est sanction des dirigeants. Il y a des domaines, il y a de plus en plus de... Il y a de l'argent à faire, les frères. Allez-y là-bas. Je parle de professionnellement parlant. Oui, mais eux, ils veulent savoir où il y a l'argent. Il faut aller là-dedans. J'ai la dernière question, c'est 2 questions. Donc voilà. La première, c'est si tu n'avais pas été avocat, tu aurais fait quoi? Mais DJ, Tu vois? en Deep House. Voilà. DJ Deep House. C'est magnifique. La Côte d'Azur, Cannes, Nice, les beach clubs. Voilà, il aurait fait ça. Et quel conseil t'aurais donné à Magid Belabas quand il était jeune? Qu'est-ce que tu lui dirais là à l'heure actuelle? En ayant tout ton parcours, tu vois tout ton parcours. Là, il y a Magid, il a 18 ans. Qu'est-ce que tu lui dis? Refaire la même chose, Tout droit? tout droit.
et mieux. Et mieux? Ouais. Il y a des choses à améliorer? Ouais, non, mais ce que je te disais, aujourd'hui, tu as une nouvelle génération de jeunes qui en veulent, qui sont, pour moi, qui sont vraiment au top. Et franchement, alors je suis là aussi, j'ai beaucoup de demandes de stage, etc. Donc, je sélectionne aussi. Oui, bien sûr. Mais franchement, j'en ai les deux derniers stagiaires. Il y en a un. Alors, c'est deux individus totalement différents. Un qui va te parler de la CEDH, de la Cour européenne des droits de l'homme, et l'autre, il voulait faire du pénal et je l'ai amené plutôt dans le droit des affaires et il est en train d'exceller. Et c'est des petits jeunes, costard-cravate, propres sur eux. La bonne réussite. La très bonne réussite. Et je leur souhaite que de réussir, mais vraiment que de réussir et de très bien gagner leur vie. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Amin. Merci beaucoup Majid d'être passé, plaisir, de nous avoir donné ton temps. J'espère que ça t'a plu cette petite interview. J'espère que c'est la première et pas la dernière. Ça va pas être la dernière normalement. D'accord. On attend d'autres invités, Ouais. des humoristes, des médecins, des pompiers. On va pas faire un truc 100% communautaire, bien évidemment. Éviter. On va prendre de tout et tout le monde, tous ceux qui veulent venir à notre émission, n'hésitez pas, n'oubliez pas en commentaire, soit on l'appelle The Moment Talk ou Moment Story, tu me le dis en commentaire. Tu t'abonnes, ça fait plaisir à la chaîne. Nous, ça nous donne de la force parce que ça nous coûte de l'argent. Et l'argent, on ne peut pas le trouver par terre, malheureusement. Il faut travailler. Donc, merci d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous au prochain épisode. C'était Majid Belabas et DJ Mo pour vous servir. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.